Ma vie était en lambeaux partout, je savais pas, le sol s'était dérobé sous mes pieds et j'étais vraiment perdue. Moi, je pense que beaucoup de personnes ont peur de la santé mentale. Ils veulent pas la regarder en face. Ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire qu'on a tous et toutes une santé mentale. En revanche, on n'a pas tous et toutes un trouble. Les 3/4 des Français voient les personnes concernées par un trouble psy comme des personnes potentiellement dangereuses. Alors qu'en réalité, c'est 3 à 5% de personnes qui sont concernées par un trouble psy qui sont auteurs ou autrices de crimes ou etc. Je sais qu'être une femme sur Terre, c'est assez difficile. Être une femme en France, c'est assez difficile. Pour peu qu'on soit musulmane ou quoi, c'est dur. Être noire dans ce monde, c'est assez difficile. C'est très dur de porter en plus un trouble et surtout de ne pas savoir lequel il est. Vraiment être à l'écoute de fatigue, comportement qui change. Je suis quelqu'un qui généralement aime être entouré. Et là, en ce moment, j'ai très envie d'être assez isolée, d'être seule. Voilà, dès que pour moi, il y a un changement par rapport à la norme, ça peut être un petit signal d'alerte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fan Yourself Show. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale avec Judith et Alice. Salut. Salut. Comment vous allez? Très bien. Trop bien. Je vais vous les laisser se présenter. En fait, voilà, juste pour vous expliquer, on parle de ce sujet-là parce que c'est un des sujets qui sont assez stigmatisés dans la société. Ça fait partie des maladies qui sont invisibles et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui vivent justement avec une santé mentale qui n'est pas toujours au maximum. Et voilà, ça me paraissait important d'aborder ce sujet. Donc, du coup, est-ce que Judith et Alice, vous pouvez vous présenter? Tu commences? Moi, c'est Alice. Je suis psychologue. J'ai 25 ans et je suis psychologue dans 2 environnements complètement différents, dans une association qui s'appelle la Maison Perchée, qui accompagne des jeunes adultes entre 18 et 40 ans qui sont concernés par un trouble psy. On accompagne précisément certains troubles. Et je suis aussi psychologue chez les pompiers de Paris. Donc pour les pompiers, ce sont mes patients ou patientes. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Et puis je suis ravie d'être là. Alors moi, je suis Judith, comme tu l'as dit. J'ai 34 ans. Je suis prof d'anglais. Je suis maman de 2 jumeaux qui ont 4 ans. Et je suis concernée moi-même par un trouble bipolaire. Et je suis suivie, ou je suis membre de la Maison Perchée, à laquelle endroit où travaille Alice, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, je suis juste vraiment très contente d'être là également. Merci, je suis hyper contente que vous soyez là et merci du coup de mettre de la lumière sur ce sujet qui me paraît hyper important. Déjà pour commencer, est-ce que une de vous peut me dire en fait de quoi on parle concrètement quand on parle de santé mentale? Alors en fait, c'est intéressant déjà de commencer par définir ce sujet parce qu'on sait plus trop, on en entend de plus en plus parler justement de la santé mentale, mais qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui a été défini déjà par l'OMS, comme en fait, une bonne santé mentale, ce serait un état de bien-être qui permet à la personne en fait de révéler son potentiel, de pouvoir faire face aux difficultés de la vie, de pouvoir travailler, de pouvoir aussi participer à l'évolution collective, on va dire. Mais en fait, la santé mentale, c'est à entendre un peu comme un continuum. C'est-à-dire que chacun et chacune, on a notre santé mentale, c'est quelque chose d'assez personnel, et on va, au cours de notre existence, en fonction de qui on est, de ce qu'on traverse, on va un peu se déplacer sur ce continuum, être plus ou moins en bonne santé mentale. Ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire qu'on a tous et toutes une santé mentale. En revanche, on n'a pas tous et toutes un trouble psy. Donc c'est vraiment aussi différent et par moments c'est difficile de faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la santé mentale, d'une bonne santé mentale, d'une mauvaise santé mentale, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un trouble. Et souvent il y a aussi un lien qui est fait entre si j'ai un trouble psy, ça veut dire que j'ai une mauvaise santé mentale. Et si j'ai pas de trouble psy, ça veut dire que j'ai une bonne santé mentale. En fait, pas du tout. Il y a des personnes qui peuvent être concernées par un trouble psy et qui justement ont une bonne santé mentale. Ça, c'est par exemple en fait toute la démarche du rétablissement, c'est de pouvoir accompagner la personne qui a un trouble psy à cheminer vers justement une bonne santé mentale et une qualité de vie. Et au contraire, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas concernées par un trouble psy et qui en revanche n'ont pas une bonne santé mentale. Voilà, donc je pense que ça c'est intéressant de le percevoir un peu comme ça. Clairement, merci beaucoup d'avoir mis de la lumière sur ça parce que effectivement c'est vrai que même ce que tu es en train de dire là, effectivement pour moi, effectivement si tu as un trouble psy, potentiellement c'est vrai que tu as une mauvaise santé mentale, alors que non, pas forcément, tu vois. Ouais, du coup c'est trop cool, on va pouvoir l'expliciter un petit peu davantage. T'as quelque chose à ajouter sur ce point-là, Judith, toi? Pas là tout de suite. Mais si, je peux dire un truc. Moi, c'est sûr que j'ai été très intéressée par la psychologie
très tôt, après ma première dépression, vraiment, donc à l'âge de 22-23 ans. Et je me suis mise à fond dans la psychologie positive, exactement. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Martin Seligman, un Américain, qui a un petit peu travaillé là-dessus. Et il a fait un petit peu la formule du bonheur. Il s'intéressait vraiment au rétablissement, comme on l'appelle rétablissement pour nous, à la qualité de vie et au bien-être surtout. Et il a fait cette formule PERMA, Positive Emotions, Relationships, Meaning and Achievement. Donc les expériences positives, les relations, le sens et la réalisation. Donc ça, c'est la recette du bonheur. Donc c'est la même chose pour tout le monde en soi, qu'on ait ou pas un trouble. Ok. Voilà. Okay, si j'avais quelque chose à ajouter, j'aurais pu ajouter ça. Ok, je connaissais pas. Donc du coup, merci pour l'info, je vais creuser. Et je rebondis juste sur ce que tu disais, Judith. En fait, ce terme de rétablissement, c'est super important aussi parce que ça vient changer les représentations sur ce que avant on parlait beaucoup de guérison. Ouais. Et donc, un trouble, si on pouvait pas en guérir, la personne, elle était... condamnée, quoi. Condamnée d'une certaine façon. Ouais, voilà. Et en fait, le rétablissement, c'est vraiment de dire on ne va pas faire disparaître le symptôme, on ne va pas faire disparaître le trouble parce que certains troubles psy, c'est pas le cas de tous, mais certains troubles psy sont des troubles chroniques et une fois que la personne a été diagnostiquée, elle devra apprendre à vivre avec ce trouble toute sa vie. Et en fait, ça redonne aussi énormément d'espoir à la personne et d'autonomisation de lui dire si tu as ton trouble psychique chronique avec lequel tu vas devoir apprendre à vivre à vie, en fait, tu peux avoir une vie satisfaisante. Ouais. Et il suffit pas de faire disparaître le trouble pour que ta vie soit satisfaisante. Et heureusement, parce que des personnes qui doivent vivre avec leur trouble, ce serait extrêmement anxiogène de se dire, alors du coup, j'ai pas de solution. Oui, ça. Voilà, donc d'où cette importance du rétablissement pour vraiment contraster avec le terme de guérison. Ok. Super, merci beaucoup de le dire. Pourquoi est-ce que la santé mentale, c'est un sujet tabou, en fait, aujourd'hui, selon vous ? Moi, je pense que beaucoup de personnes ont peur de la santé mentale. Ils veulent pas la regarder en face. En fait, très souvent, il y a aussi une représentation un peu erronée qu'on a sur les troubles psy. On se dit que les gens qui sont concernés par un trouble, ils sont dangereux ou dangereuses. Il y a une étude comme ça, on a des chiffres à la Maison Perchée, on a un grand mur avec plein de chiffres et ça participe à justement la déstigmatisation, c'est-à-dire que c'est le premier mur qu'on voit quand on rentre dans la Maison Perchée. Et sur ce mur, il y a un chiffre, c'est 3/4 des Français voient les personnes concernées par un trouble psy comme des personnes potentiellement dangereuses. Alors qu'en réalité, c'est 3 à 5% de personnes qui sont concernées par un trouble psy qui sont auteurs ou autrices de crimes ou etc. Donc en fait, c'est déjà pour voir qu'il y a un vrai gap entre la peur qu'on peut ressentir face à des personnes concernées par un trouble psy et en fait la réalité ensuite. Mais ça vient d'où ? Cette peur, c'est quelque chose aussi qui vient pas de nulle part et qui nous a été communiqué ou transmis. C'est ce qu'on appelle aussi beaucoup la psychophobie. Déjà, dans la pop culture, il y a beaucoup d'images qui sont erronées de quelqu'un qui est concerné par un trouble. Enfin, il y a des films, etc., qui vont pas forcément véhiculer aussi la réalité d'un trouble. La pop culture comme dans la presse. Ouais, par exemple, des films, etc. Alors, il y en a qui sont des très bons exemples, et il y en a d'autres qui, au contraire, vont pas forcément apporter une image représentative d'un trouble, et vont participer justement à engendrer de la peur, de la méfiance, etc. Est-ce que tu aurais un exemple là, comme ça, par exemple ? Là, tout de suite, j'ai pas forcément un exemple. Si tu veux citer quelques films qui sont bien représentatifs, je pense qu'il y en a, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Sinon, le reste, ils sont vraiment mauvais. Sur ce sujet, il y a d'ailleurs une page assez intéressante qui s'appelle Pop et Psy. Et c'est un psychiatre qui s'appelle Jean-Victor Blanc qui, lui, utilise beaucoup la pop culture comme un moyen de déstigmatiser les troubles et surtout enseigner, psycho-éduquer sur les troubles. Et il va justement identifier les films qui sont de bonnes représentations des troubles, des films qui le sont moins ou des œuvres littéraires, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça peut participer à ce qu'on appelle de la psychophobie. Et donc, la psychophobie, en fait, c'est une discrimination des personnes qui sont concernées par un trouble psy
et donc qui vont, comme tu le disais Judith, être mis de côté, être écartés, etc. Et surtout quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des mésusages dans le langage où on va utiliser des termes qui désignent un trouble psy comme des propos insultants ou des propos dégradants. Par exemple, en politique, ça s'entend énormément. Des politiques vont dire « Ah, mais vos propos, votre campagne, etc. est complètement schizophrénique. En fait, vous passez d'une idée à l'autre. » Mais c'est pas du tout ça la schizophrénie. Donc déjà, en fait, c'est aussi super difficile. Projetons-nous dans une personne qui serait concernée par un trouble schizophrène, de se dire, en fait, le nom de mon trouble, donc quand même quelque chose auquel je m'identifie en partie, est toujours utilisé pour quelque chose de dégradant, pour quelque chose d'humiliant, de discriminant, une insulte, etc. Donc voilà. Et il y a une page Insta qui s'appelle Paye ta psychophobie, qui milite contre justement ce sujet. Donc, si jamais vous voulez aller consulter, c'est intéressant. On va le faire, clairement, parce que c'est important, je pense, de s'éduquer aussi, nous tous, parce qu'en fait, je pense qu'on véhicule tous, en fait, comme tu dis, c'est dans la pop culture, c'est dans la mais société, donc, du coup, on véhicule c'est aussi. partout. C'est partout. Clairement, ok. Merci beaucoup du coup pour cet éclairage-là aussi. Le but du Fagnon Surf Show, c'est de mettre en lumière du coup des femmes qui sont des nouveaux rôles modèles parce que dans leur quotidien, elles vivent des choses, elles font des choses pour faire avancer des sujets de société dont on a besoin de parler davantage. Et notre spécificité, un des trucs qui nous lie, c'est le fait que nous soyons des femmes. Est-ce que justement dans ces enjeux de troubles psychiques, de santé mentale, il y a des spécificités qui sont liées au fait d'être une femme ? Que ce soit en termes de stigmatisation potentiellement, de discrimination, ou en termes d'approche vraiment de ces questions de santé mentale. Moi, j'aimerais bien parler de mon expérience et seulement avec humilité de mon expérience. Je sais qu'être une femme sur Terre, c'est assez difficile. Être une femme en France, c'est assez difficile. Pour peu qu'on soit musulmane ou quoi, c'est dur. Être noire dans ce monde, c'est assez difficile. Être quelqu'un qui a un trouble, ajouter à ça, c'est quand même dur déjà de vivre, non, n'est-ce pas ? Donc, on n'a pas envie d'être vu comme différent, tout ça. Déjà, les injonctions qui sont pour les femmes, c'est énorme. Donc, rajouter à ça quelque chose comme ça, c'est affreux. Dans la littérature, Madame Titouba, je crois que ça s'appelle, Marie Scondé est morte l'année dernière, je crois, ou cette année. Et un peu plus, je crois. C'était magnifique, mais c'était une folle, typiquement. Titouba la sorcière. Titouba, la sorcière. Et vraiment, il y a même... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et Adam et Ève, tout ça, c'est de sa faute. De tout temps, il y a de ça. Et c'est juste quelque chose qu'on ajoute. Et on n'a pas envie. On n'a pas envie. On n'a pas envie, du coup, quand on l'a et qu'on commence à le voir, qu'on a quelque chose qui ne va pas... On a envie de le cacher avant juste de le traiter. On a envie de le cacher. On a juste ce réflexe-là. Voilà. Toi, à titre personnel, justement, c'est ça, quand tu as commencé à être concernée par... tu t'es dit... Moi, j'ai une expérience assez particulière. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée bipolaire à l'âge de 31 ans. À savoir que mes enfants allaient fêter leur première année. Mes enfants, mes jumeaux, allaient fêter leur premier anniversaire. On était allés en Espagne pour des vacances parce que je pensais que mon mari les méritait, donc j'avais absolument pas envie. Ça faisait des semaines et des semaines que je me savais pas dépressive, mais je me voyais difficilement sortir du lit. Je voyais que c'était vraiment un parcours, c'était un marathon d'aller me doucher tout simplement en sachant que la salle de bain est en face de ma chambre, aller faire les courses. Je me forçais à faire des choses parce que je me disais, j'ai pas envie non plus d'être une larve. Mais je me sentais comme une larve. Je me sentais inutile. Quand on est une femme aussi, on a besoin d'être utile. On pense aux autres avant de penser à soi. Il y a plein de choses comme ça. Je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je parle de mon expérience à moi. Et c'est très, très dur, en fait. C'est très, très dur de porter en plus un trouble et surtout de ne pas savoir lequel il est. Du coup, moi, mon diagnostic, je l'ai vécu mais comme un vrai soulagement. Je l'ai vécu, on met un nom enfin sur ça. J'ai commencé à avoir des symptômes vraiment importants à l'âge de 20 ans, 22 ans, tout ça. J'ai fait ma première crise maniaque et ça a été vraiment court, Dieu merci, parce que je n'aurais pas supporté. Ma vie était en lambeaux partout, je ne savais pas, le sol s'était dérobé sous mes pieds et j'étais vraiment perdue. Pour autant, on m'a demandé de prendre, on m'a invité à prendre des antidépresseurs
J'ai dit, ah non, j'ai pas envie de ça. Pour dire que moi-même, je sais que j'avais à cette époque, comme la société, hein, des grands préjugés. Je disais, ah non, je touche pas à ça. Moi, j'ai pas envie de prendre des médicaments qui vont me faire aller bien. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, je sais comment les gens pensent. Parce que j'ai été de ces gens-là aussi. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, 10 ans après, presque, on me dit que je suis bipolaire. On me demande si dans ma famille, il y a eu des choses comme ça, si je suis au courant. Ça, c'est un autre sujet, hein. Encore plus pour les Africains. Ce genre de tabou dans la famille. Mais c'est assez dramatique et assez pervasif, il y en a partout. Mais ouais, ça a été comme ça pour moi. Et être une femme, oui, c'est dur. Alice, toi, de ce que tu vois de ta posture de psy et d'accompagnante, en fait, du coup, est-ce que tu vois effectivement qu'il y a des stigmates particuliers ou des besoins particuliers en tant que femme qui est concernée par des enjeux de santé mentale? Alors, en termes de besoins, je sais pas. En tout cas, je vois aussi où peuvent se situer des vulnérabilités qui vont être très spécifiques aux femmes. Déjà, il y a l'enjeu de la maternité. Par exemple, qui peut, la dépression du postpartum, etc., c'est des vrais sujets et qui exposent les femmes à des potentiels troubles psy, juste par leur expérience liée à leur genre. Il y a aussi, moi, de plus en plus, je peux avoir des consultations, etc., avec des femmes, et puis c'est un sujet sur lequel je me suis penchée aussi hyper personnellement, qui vont justement avoir des troubles gynécologiques chroniques ou des troubles hormonaux. Endométriose, beaucoup. Endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, ce genre de choses, qui en fait entraînent des variations au niveau de la sécrétion d'hormones. Et donc ça a un impact sur la santé mentale indéniable. Et c'est aussi souvent associé à des errances diagnostiques. Donc ça aussi, je trouve que c'est un enjeu assez important. Et les femmes peuvent être exposées à ça. C'est quelque chose les hommes, par exemple, vont pas être exposés à ce type de problématique, peut-être à d'autres. Et je pense qu'il y a aussi une dernière chose, c'est que c'est à la fois une force et parfois c'est utilisé comme quelque chose pour peut-être fragiliser les femmes. C'est que les femmes consultent plus. Là, il y a une sorte de surreprésentation des femmes en psychiatrie et c'est assez étonnant et surprenant. Alors, se pose toujours la question de est-ce que c'est parce que les femmes vont plus mal, est-ce que c'est parce que les femmes sont moins résistantes, ou est-ce que c'est juste parce que les femmes en parlent plus et vont demander de l'aide. Plus, je pense. C'est ça, et là, il y a Maud Lerest, qui est une journaliste qui a publié récemment un essai sur cette question-là, sur le rapport des hommes à la santé mentale, et qui dit que, en fait, seuls 30% des hommes consultent. C'est une étude qui a été menée, je crois, par l'Institut français de MDR, et 30% des hommes pour 70 ou un peu plus de 70% des femmes. Donc déjà, ça dit quelque chose, et parce qu'en fait, les hommes, ils ont d'autres stratégies de coping ou qui sont pas forcément très fonctionnelles tout le temps, mais en tout cas je pense que les femmes parfois peuvent aussi porter ça, c'est-à-dire devoir assumer le fait que je demande de l'aide, que je vais voir quelqu'un, et c'est pas signe de faiblesse. C'est dur. Au contraire, c'est aussi pour une peut-être, femme, donc on se rend compte pour un homme aussi. Oui. De juste dire j'ai un problème, il faut que j'en parle. Ça c'est juste. Tu trouves que c'est dur pour une femme et donc du coup que ça l'est encore plus pour un homme? Je pense. Ouais. Honnêtement, je sais pas si je dis ça parce que je suis censée être forte depuis toujours. J'ai dû dernièrement, par exemple, aller voir mon employeur pour lui dire ça va pas, là j'ai besoin de. Et c'était méga dur, je marchais, j'avais l'impression d'avoir 2 ans. Je devais me rappeler, je lui dis t'as 34 ans, tu peux le faire, tout ça, machin, c'est légitime. Avant de le faire, je me dis, un homme, peut-être que dans ce moment-là, c'est encore plus dur pour lui. Ouais, il porte d'autres injonctions aussi qui sont dirigées, qui sont associées à son genre, donc c'est hyper compliqué. Moi, je trouve ça passionnant comme questionnement, honnêtement, parce que les femmes, on va se dire, je vais venir valider tout ce qui est associé à mon genre, c'est-à-dire que si je dis que je vais pas bien, que je suis suivie, que je suis accompagnée, que j'ai un traitement, on va m'identifier à nouveau comme celle qui est plus vulnérable, qui est plus fragile, qui est plus émotive, sensible, etc. Et en même temps, les hommes, je pense aussi qu'ils ont cette injonction à des moments de devoir être forts, de devoir cacher leurs émotions, etc. Et donc, à des moments, je pense qu'il y en a plein qui auraient peut-être envie d'être aidés, mais qui l'ont même pas considéré, parce qu'ils se disent qu'en fait, ils sont pas légitimes, qu'ils n'ont pas le droit, que ça s'adresse pas à eux. Ça les concerne pas, ils sont pas censés être dans cette posture-là de j'ai besoin d'aide. Et puis, il y a pas d'espace aussi, en fait, c'est ça qui est intéressant, mais souvent, les hommes, du coup, quand ils sont interrogés, il y a pas d'espace pour s'exprimer. Enfin, nous, entre femmes, on va en parler beaucoup plus spontanément, quoi.
on va se le dire entre nous, on va se parler à 2, à 3, etc. Les hommes, ça va être par d'autres biais, mais il y aura peut-être pas ces espaces intimes de discussion et de justement de réassurance, de confidence, etc. Là, on parle de vulnérabilité et de masculinité. Et je pense qu'il y a un petit peu d'espoir, dans le sens où moi, je suis un podcast anglo-saxon qui s'appelle Man Enough. Le film était sorti, c'est avec Justin Baldoni, c'est un acteur et super bien réalisateur, tout ça maintenant aussi, qui parle vraiment de vulnérabilité masculine aussi et de santé mentale masculine. Il a fait un film dernièrement, mais en fait, ça parlait d'un homme qui se montrait très violent et le fait qu'il avait certainement quelque chose qui n'allait pas chez lui non plus, un trouble. Ça parle d'une femme qui l'a quitté. Et c'est vraiment mis sous l'angle de l'histoire d'amour qui précède ça et de la manière dont elle l'a quitté et du fait qu'elle l'a bien fait. Parce que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de féminicides en France tous les ans. Donc, il faut vraiment savoir que c'est des questions qui sont miroirs, en fait. Il n'y a pas de femme qui est abattue par son conjoint, par son ex-conjoint, tout ça, si on n'aime pas un homme qui va mal. Donc, c'est des questions qui vont ensemble. Ouais. Pour revenir un peu sur le côté aussi féminin, qui est aussi un des côtés qu'on prône beaucoup, est-ce que les relations entre femmes, et notamment la sororité, ça peut être une ressource en fait pour faire face justement aux conséquences notamment d'avoir un trouble psychique ou de vivre des épisodes de troubles psychiques? Ouais, je pense que ça peut être en effet ce qu'on appelle un facteur de protection, c'est-à-dire quelque chose qui va plutôt te protéger, comme on en revenait un peu sur ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un espace de parole sécurisant, de confiance, non jugeant, et que dans cet espace de parole, on puisse communiquer sur ce qu'on traverse, nos vulnérabilités, etc. Donc je pense qu'en ça, la sororité, ça peut être vraiment un facteur de protection. Je pense que par moments, ça peut devenir aussi un facteur de risque, c'est-à-dire que la non-sororité, enfin tu vois, l'opposé de ça, en fait. Si justement on n'est pas là-dedans, je pense que les femmes, on peut aussi avoir entre nous des relations qui, à des moments, sont très dures et qui justement vont être fragilisantes, vont être vont reposer beaucoup sur de la comparaison, de la compétitivité, etc. Et que ça peut avoir un impact vraiment délétère sur la santé mentale. Mais en tout cas, dans la sororité, moi je vois quelque chose qui me fait un petit peu penser à ce dont on parle beaucoup à la Maison Perchée, c'est la pair-aidance. Donc le fait d'être aidé par ses pairs, donc des personnes qui traversent la même chose que nous, PAIR, ouais. Et en fait, nous, à la Maison Perchée, l'accompagnement qu'on propose, il est basé vraiment sur la pair-aidance. Donc c'est des personnes qui sont concernées par un trouble, qui sont formées pour pouvoir accompagner d'autres personnes qui sont concernées par un trouble. Et donc dans la sororité, je vois un peu de ça aussi, c'est-à-dire moi en tant que femme et de mon expérience de femme, je peux et je veux t'aider toi en tant que femme dans ton expérience de femme. Et je pense qu'il y a aussi vraiment de ça, on se comprend aussi par certes nos expériences sont différentes, mais il y a un socle commun et on se regroupe quoi. On fait ensemble et c'est la force de ce collectif aussi pour traverser des choses, pour comprendre des choses ici, je pense, à des moments. Et toi, Judith, moi, j'ai une père aidante qui s'appelle Sylvie, depuis 1 an et demi à peu près. Elle a une 50aine d'années, elle est maman de 2 filles, comme moi, maman de 2 enfants de 4 ans, elle plus âgée, bien sûr. Et c'est juste miraculeux, c'est juste génial, c'est juste une bénédiction de l'avoir dans ma vie. J'ai eu, au moment de ma vie où j'ai commencé aussi 2 groupes thérapeutiques, un sur la psychoéducation autour de la bipolarité, un sur l'autostigmatisation. Donc c'était un moment clé et ça m'a tout changé, vraiment. Le fait que ce soit une femme, je pense aussi, m'a vraiment aidée parce qu'on parlait aussi essentiellement au départ de mes soucis de couple. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plombée. En fait, le fait d'avoir une femme, ça aide, ça donne quelque chose. Il y a des points communs, en fait, il y a des trucs, des ça rassure quelque part, je pense. Et la sororité, il y a aussi on se sait. Voilà, il y a aussi du on se sait. Après, on peut avoir des relations avec des femmes qui sont atroces, parce que tout le monde n'a pas cette mentalité-là. Tout le monde ne croit pas en la sororité, typiquement. Et heureusement qu'il existe des podcasts comme Find Yourself aujourd'hui. Non, vraiment. Parce qu'il faut, en fait,
Heureusement qu'il y a eu le mouvement MeToo, heureusement que ce genre de choses. Ouais, heureusement qu'on prend de plus en plus de Voilà. place. Nous qui C'est croyons à la sororité, C'est qui ça. vont la démocratiser, heureusement qu'on prend de plus en plus de place. Mais en même temps, on a de quoi se battre. Le féminisme n'a pas gagné tout de suite. Par exemple, aux États-Unis, on le sait. Donc, on est là. On a raison d'être là. Ouais. Et on avance. Ça prend du temps et on avance. Mais c'est super que vous parliez de ce sujet-là parce que c'est vrai que, encore une fois, le sujet de la santé mentale de base, il est stigmatisant. Par rapport à ce que j'ai pu entendre et les discussions que j'ai pu avoir avec vous, avec d'autres personnes à côté, le fait d'être une femme, il y a des enjeux particuliers. Et donc, du coup, si ça peut être un sujet sur lequel, encore une fois, on se lie, on crée du lien et on reste ensemble, en fait, tout simplement. On se reconnaît les unes les autres et on s'entraîne les unes les autres. Je pense que ça peut aider vraiment. Donc, encore une fois, merci à vous de prendre la parole sur ça et de faire en sorte que c'est trop cool qu'on prenne toute notre petite part du combat. C'est trop cool. À partir de quand aussi on doit s'inquiéter, en gros, pour sa santé mentale? À partir de quand on doit se dire, ok, là, faut peut-être que je fasse un check, que je fasse quelque chose pour... Moi, je pense qu'on a tous des challenges vraiment qui nous bousculent un peu dans la vie. Que ce soit un déménagement, déjà qu'on est jeune, que ce soit une rupture, que ce soit... Il y a vraiment des choses qui nous bousculent. Et à partir de là, on peut savoir, est-ce que vraiment est-ce que je dois consulter? Et en fait, il faut arrêter avec ce tabou. Mais je trouve je sais pas s'il descend un peu. C'est toi qui sais mieux que moi. Moi, je pense que... Je sais pas, parce qu'en fait, je pense que je suis biaisée. Je suis tellement dans un environnement qui est éveillé à ça qu'en fait, je suis pas objective, je pense. C'est ce que tu essayes de dire. non, mais tu vois, en fait, quand t'es dans des milieux avec des gens qui se renseignent, qui militent, qui mettent en place des choses, etc., t'as l'impression que ça avance de dingue. Mais je croyais que t'avais des chiffres. Et en fait, il y a des gens qui, peut-être, sont encore... parfois, tu leur parles un truc et ils vont te dire quelque chose et tu dis, ah ouais. Quand même, Ok. Mais même ne serait-ce que ça, de dire je vais chez le psy, il y a des gens pour lesquels ils se disent... D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, mais en fait, ça dépend où tu vas. Encore une fois, on est dans... Je sais pas. Mais même l'expression, elle est intéressante. Tu dis pas, je vais voir un psy, je vais voir quelqu'un. Ouais, je vais voir quelqu'un. Ça aussi, ça te dit vachement quelque chose du tabou, tu vois. Tu consultes. Il y a peu de personnes, beaucoup de gens peuvent dire, je vais chez le dentiste, etc., je vais chez le kiné, l'ostéo, c'est pas la chez même le psy, c'est genre, j'ai un rendez-vous. Tu vas pas dire texto. Mais pas forcément dire que... Même au travail, quoi. Parler du tabou, c'est rare au travail, les gens qui vont dire, sur la pause déj, je pars, j'ai mon rendez-vous psy. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est assez juste, c'est dans les moments critiques de se dire, tiens, comment je me sens, faire un peu un pas de côté pour voir ça un peu de l'extérieur. Et en même temps, je pense aussi qu'il y a des moments, il s'est pas passé un événement particulier, pourtant on va pas bien. Et justement, je pense que dans ces moments-là, c'est complexe parce qu'on se dit, j'ai aucune raison de mal aller parce que j'ai rien vécu ces derniers temps de spécifique, d'anormal. Donc en fait, je suis pas légitime là à pas aller bien ou à pas me sentir bien. Donc je pense que une chose à faire aussi, c'est de vraiment être très à l'écoute de soi. Dès qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai pas le même comportement que d'habitude, j'ai de la fatigue, j'ai des douleurs aussi. Il y a certaines personnes notamment qui sont dans des formes de déni ou qui sont moins connectées à leur ressenti, à leurs émotions. C'est le corps qui va beaucoup parler. Donc ça va être leur moyen d'avoir accès à ce qui se passe à l'intérieur, on va dire. Donc tiens, cette douleur au dos là qui est là depuis un certain temps, je vais aller faire un check-up au niveau somatique bien évidemment, mais c'est peut-être aussi une alarme qu'il se passe quelque chose. Donc vraiment être à l'écoute de fatigue, comportement qui change. Je suis quelqu'un qui généralement aime être entouré, et là en ce moment j'ai très envie d'être assez isolée, d'être seule. Voilà, dès que pour moi il y a un changement par rapport à la norme, ça peut être un petit signal d'alerte. Bien qu'il y ait eu ou non un événement qui pourrait expliquer ça. Parce qu'en fait, parfois, ça va pas être un élément ponctuel, enfin un événement ponctuel, mais ça peut être quelque chose de latent, en fait. Et de répéter. Et en fait, ça nous paraît rien, sauf que ce rien, ou ce très peu, quand il est répété depuis des mois et des mois, ça devient quelque chose, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment être bien à l'écoute. Mais dès que le corps parle, et quand on est dans quelque chose de psychosomatique, souvent, ça peut migrer. C'est-à-dire que c'est une douleur qui va être dans la tête, enfin, au niveau de la tête, tu vois, des migraines, etc. Et quand la personne va essayer de trouver des traitements pour les migraines, je me mets à avoir hyper mal à la gorge tout le temps. Je chope la crève toutes les semaines, j'en ai marre. Et quand c'est ça qui est traité, en fait, c'est le ventre, etc. Et c'est le dos qui est bloqué. La douleur se déplace, en fait, ça se déplace. Voilà, la douleur se exactement. déplace.
Ouais. Parce qu'en fait, tu traites pas la vraie source. Bah ouais. C'est ça. Donc ça prend juste le symptôme prend une autre forme, mais ça reste un symptôme, quoi. À titre perso déjà, quand on est concerné, comment on fait pour prendre soin de sa santé mentale concrètement? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des trucs pour se dire ok, je fais en sorte de prendre soin de ma santé mentale? Et ça, c'est top parce que tu sais, comme j'ai dit, j'avais fait un groupe thérapeutique de psychoéducation sur la bipolarité. Et du coup, nous avait appris plein de choses bêtes en fait. Vous avez bu combien de verres d'eau? Vous avez dormi combien d'heures? Et j'ai trouvé ça exactement un petit calepin de tous les jours. On pouvait noter en fait exactement ces points-là. Je crois que c'était le sommeil, le sport. Est-ce que j'ai fait du sport un peu? Est-ce que j'ai bu assez? Alimentation aussi, peut-être. Ouais, est-ce que j'ai bien mangé? Et du coup, ouais, c'est ces points-là. Donc les besoins physiologiques, en fait, est-ce que les besoins physiologiques de base sont bien remplis? Enfin, bien... Ouais. Ouais. C'est du bien-être, en fait, du B à bas, de est-ce que je me soigne bien? Si on a un enfant, on va chercher à savoir s'il a fait ces choses-là. Pourquoi on ne le fait pas pour nous-mêmes? C'est ça. Donc c'est pas aussi compliqué que ça, je pense. Ouais, donc du coup, besoins physiologiques de base, bien les remplir, quoi. Bien dormir, bien manger, s'hydrater, pas être dans l'excès de substances c'est ça. Nocives. T'as des choses à ajouter? Je pense que c'est ça, c'est cette hygiène de vie de manière générale. Après, moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, notamment pour des personnes qui sont concernées par un trouble, et donc qui vont devoir un peu tenir cette hygiène de vie toute leur vie, enfin, n'importe qui devrait le faire, mais je pense que les personnes concernées par un trouble ont encore plus la nécessité de le faire. Comme si ils se devaient d'être encore plus disciplinés. Donc moi, franchement, bravo, parce que je trouve que c'est une discipline qui est dure à tenir, et vous, on a l'impression que, les personnes concernées par un trouble, qu'on leur fait comprendre, il va falloir que tu tiennes ça, quoi. Ok, c'est quand même engageant. Tous, on est humain. C'est ça, et en fait, je pense on qu'un a autre droit à point... s'autoriser une récréation. Exactement, et ça, tu vois, je pense qu'un point très important, c'est de réussir à pouvoir aussi quand même intégrer de la flexibilité là-dedans, à des moments, parce que sinon, c'est juste un mode de survie, quoi. Enfin, il faut que je fasse attention à ça, j'oublie pas mon traitement, j'ai mon hygiène de vie. C'est dur, hyper contraignant, en fait, aussi. Si donc déjà, vous, je trouve qu'il y a cette contrainte-là à devoir intégrer, donc de pouvoir quand même amener aussi de la flexibilité, Et du coup, justement, pour les personnes, disons, moi, je ne suis pas concernée je touche du bois, je ne suis pas concernée par des sujets des sujets des troubles psychiques, etc. Mais comment on peut faire quand on n'est pas concerné, ou même quand on est concerné de toute façon, pour être un meilleur soutien, une meilleure aide pour des personnes... Un aidant. Pour être une personne aidante, en fait. De s'informer au maximum. Parce qu'il y a la psychoéducation pour les personnes, par exemple, qui sont concernées comme moi, mais il y a la psychoéducation pour les proches des concernés. Ma sœur, par exemple, va le faire. Mon ex avait prétendu qu'il allait s'inscrire aussi, mais c'est une bonne chose de faire ça. C'est juste prendre des informations au maximum. Il y a des BD, il y a à la Maison Perchée, il y a plein de choses, par exemple. Il y a même un groupe. Ah, c'est vrai, la Maison Perchée, il faut y aller. Même si on n'est pas atteint, si on est juste concerné par la question, d'une autre manière, si on est juste curieux de la question, on va dire, on doit y aller. Et en plus, on doit aider. Si on est intéressé par cette question-là qui est importante, très importante. Tout un chacun le comprend maintenant. Après le Covid, tout ça, on a tous remis en cause un petit peu notre santé mentale, je pense. C'est vrai. Ouais, moi je te rejoins vachement sur la psychoéducation. Donc en fait la psychoéducation, c'est des groupes dans lesquels on va justement être éduqué sur qu'est-ce qu'un trouble, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui est important, etc. Et puis je pense aussi en termes de soutien d'une personne qui serait concernée, moi je trouve que c'est aussi super important déjà d'être dans l'écoute, vraiment. Et beaucoup de personnes sont dans la recherche de solutions quand elles essayent de soutenir une personne. Parce qu'en fait, quand on est dans une posture d'aidant, ça nous rassure aussi. Ça nous déculpabilise de se dire j'ai essayé de trouver les solutions. Sauf qu'en fait, quand on est dans cette recherche de solutions pour une personne, ça peut être aussi un peu culpabilisant pour la personne. C'est-à-dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais t'as pas pensé à faire ça, n'oublie pas de faire ci. La personne elle se culpabilise et souvent... ça la fatigue aussi. Ça la fatigue. Et puis il y a aussi une approche en psycho qui s'appelle l'entretien motivationnel, et c'est comment réussir à motiver une personne à changer. Par exemple, dans le cadre de la dépression, comment réussir à remobiliser une personne, etc. Et en fait, on s'aperçoit que
en tant qu'aidant, si on adopte un discours changement, donc on va motiver la personne à changer, tu devrais faire ci, mais tu sais, enfile tes baskets, ça va te faire trop du bien, etc. Mais en fait, la personne qui est concernée, elle va avoir tendance à adopter le discours maintien. C'est-à-dire, elle va rester dans son comportement actuel, en se disant... Ah, t'es en train de m'exposer tout ton discours changement, il faudrait que je change comme ci, que je fasse ça, que ça va changer ma vie, que ça va être génial, que ça va m'aider à aller mieux. Alors en fait, du coup, moi j'entends ça, et dans ma tête, je suis juste en train de peser tous les pour et les contre, et surtout de voir finalement tous les arguments de pourquoi il faut que je reste que je me maintienne dans l'état, tu vois. Flemme, exactement. Alors que si tu t'approches à la personne et tu lui dis de quoi t'aurais besoin pour réussir à changer, etc., bah, c'est pas la même approche. Ouais. Et donc la personne, elle va... d'une certaine manière beaucoup plus spontanément en fait elle va d'elle-même tu la mets en actrice cheminer vers ça et juste tu lui fais comprendre alors, de quoi tu as besoin, quel peut être le soutien que je peux t'apporter dans cette démarche qui en fait est la tienne et c'est pas moi qui l'initie. Tu la fais penser et tu l'impliques déjà elle-même, elle se sent actrice du mouvement qu'elle va mettre en place ou pas. C'est ça. Ou pas. Et ça, encore une fois, ça fait vachement partie du rétablissement. C'est l'empowerment, c'est le fait de dire, bon, bah, la personne est autonome, quoi. Donc voilà, je pense que l'écoute et demander de quoi t'aurais besoin. Plus que de dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et comme ça, moi, je repars avec la conscience tranquille parce que je t'ai donné plein de tips. Voilà. Là-dedans, je crois qu'il y a une peur aussi qui est vraiment visible. Et on est vachement hypersensibles, nous, les bipolaires, et nous, plein de gens, en fait, qui sont concernés. Et on ressent, en fait, les choses comme ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à des moments, quand on écoute seulement, on a l'impression qu'on est super inutile. Et c'est là qu'on est utile, justement. Des fois, on a juste besoin d'une oreille. C'est juste contre-intuitif, mais c'est ça exactement. Qui marche le plus. C'est très cool. Bah, merci beaucoup de le dire. Je pense que vous êtes toutes et tous, du coup, à se dire, ok, prochaine fois que... Mais même sans parler de santé mentale, quand tu veux être un bon ami, un bon partenaire, absolument. Tu vois, un bon soutien pour les personnes que t'aimes. Ok, en fait, peut-être que des fois, il faut juste que je me la ferme et que je sois juste là. Présent dans le travail, mais partout. Dans plein d'environnements. Dans tout. Et du coup, tu as parlé d'empowerment tout à l'heure, donc c'est super, tu fais la bonne transition vers ma dernière question. C'est quoi pour vous l'empowerment ? L'empowerment. Moi, je suis prof d'anglais, donc je vais le répéter 4 fois. Empowerment. Surtout que c'est mieux en anglais. Et surtout le mot en français, empouvoirment. Aïe. Pour moi, c'est l'élévation par l'encouragement. Pour moi, c'est par aussi la communauté. Le fait de pouvoir être plus... Ah, j'aime bien, là, je pense à un truc. We're part of something way bigger. C'est Beyoncé. Ouais. Et c'est le fait de montrer ça à quelqu'un qu'il appartient déjà à une relation peut-être juste de 1 à 1, d'une amitié, après un groupe d'amis, ou d'une communauté, ou d'une sororité, d'une humanité à la fin. Donc ça aide beaucoup, et ça c'est l'empowerment, je pense que c'est ça. De s'élever, de réussir à s'élever, à grandir. C'est beau. Ça m'a inspiré le moment. Pour moi, je dirais vraiment que c'est la liberté. Enfin, en fait, c'est une des choses que je ressens le plus quand j'entends ce terme et quand je lis des choses sur ce concept, etc. Et c'est ultra puissant. Enfin, pour moi, la liberté, c'est un mot qui est tellement important. Peut-être parce que je suis quelqu'un de très indépendante aussi, mais en fait, de redonner à quelqu'un de la liberté par sa capacité d'agir, en fait, et le fait de lui redonner sa capacité d'agir, je trouve que c'est une des choses les plus puissantes qu'on puisse donner à quelqu'un, de lui dire t'es libre. Voilà. Et je t'aide à reprendre et à te ressaisir de tout ce que tu peux saisir, etc. pour être libre, ou le plus libre possible. Donc moi je dirais que c'est ça. C'est beau ça aussi. Ah ouais, 2 définitions qui me touchent beaucoup, que j'aime beaucoup. Judith et Alice, merci beaucoup pour ce moment. Franchement, j'ai trouvé cette discussion passionnante et j'ai encore plein de questions, il y a plein de trucs qui fusent, etc. On va continuer. Dans tous les cas, on continue. Donc merci à vous d'avoir partagé autant pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. De toute façon, on vous dit à très vite pour un prochain épisode, et puis à très vite aussi pour l'interview one-to-one de Judith et l'interview one-to-one d'Alice. À bientôt. Ciao.